Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité. Nous avons l'honneur de vous retrouver nombreux en train de nous suivre. Buzz 7, nouveau numéro. Crise en RDC. Pourquoi l'accord d'Addis Abeba est la clé de la paix? Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Marius Moubalama, analyste politique, proche des docteurs Denis Mukwege. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci Monsieur Daniel pour l'invitation. Salutations à nos téléspectateurs qui seront de nous suivre à ce net moment. Espérons bien que ce moment va être un moment républicain où nous allons parler sans passion pour l'intérêt général de notre pays. Voilà. Merci beaucoup, cher Marius. Alors, comment vous vous sentez? Non, tout va bien. Nous sommes là malgré la situation dans laquelle se trouve notre pays, qui demeure une préoccupation majeure pour le docteur Denis Mukwege, à qui je souhaite en ce moment joyeux anniversaire, le 1er mars. Le docteur Denis Mukwege totalise 70 ans d'âge. Et pour moi, 70, le chiffre 70, c'est très symbolique. Vous savez que Dieu le Père, Dieu le Créateur, pendant qu'il créait le monde, il a pris 7 jours de travail, disons 6 jours plus un jour de repos, ce qui fait 7. Et quand je vois les chiffres 7, aujourd'hui, Mukwege totalise 70 ans d'âge, je me dis que durant les 6 ans que Dieu a travaillé, je considère aussi le nombre d'années que Mukwege est en train de travailler pour l'établissement de la paix dans notre pays. Alors. Et à sa 70e année, c'est maintenant le moment de repos. Comme Dieu s'était reposé au 7e jour, Mukwege aussi, 70e année, c'est le moment de repos comme il nous a promis que l'année 2025 sera une année de paix et on ne se repose que pendant la paix. N'est-ce pas? Pendant la période de paix, c'est le moment où on va se reposer. Et Denis Mukwege, je suis sûr et certain qu'à sa 70e année d'anniversaire, il travaille pour nous donner de façon durable la paix. Je souhaite encore une fois de plus au Mheshimiwa, comme j'aime bien l'appeler, Mheshimiwa, le très respecté docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, un heureux anniversaire. Longue vie à vous, papa, et que Dieu continue à vous protéger. Alors, l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ma première question, c'est d'abord, comment évaluez-vous l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ces derniers mois? La situation de sécurité dans notre pays, comme vous le connaissez, elle est très morose. C'est depuis des années que notre pays est sous l'agression du Rwanda, qui est utilisé, n'est-ce pas, par les entreprises, si je peux dire ça comme ça, appartenant aux pays puissants, afin que ces derniers puissent avoir la même mise sur notre matière première. Ça veut dire que l'agression dont nous sommes victimes a plusieurs mobiles. Et le mobile majeur, c'est le mobile économique. Et donc, on utilise le Rwanda, on finance le Rwanda, on donne le Rwanda les moyens nécessaires pour nous agresser, afin que ces entreprises-là puissent avoir le contrôle sur notre matière première. Et c'est ça le malheur de notre pays. Alors qu'il y a une possibilité que ces entreprises puissent, n'est-ce pas, négocier directement avec notre pays, afin d'éviter toutes ces atrocités-là. Voilà un peu la situation qui prévaut dans notre pays. Et certains territoires aujourd'hui... Vous pensez que ce sont les raisons profondes qui prouvent l'intensification de cette situation à l'est de la RDC? Aujourd'hui, nous ne cesserons jamais de le dire, les raisons majeures de l'agression de notre pays, je l'ai dit tantôt, sont des raisons économiques. Et ça veut dire qu'au niveau interne ici, notre pays, on ne cesse de citer le Rwanda, on ne cesse de pointer le Rwanda. Or, les raisons majeures, on l'ignore. Vous allez voir que pendant que nous sommes dans cette situation ici, on ne cesse de pousser la RDC dans une logique, dans la logique de processus de Luanda et le processus de Nairobi, qui ne met en place que le Rwanda et la RDC. Or, le conflit va au-delà du Rwanda. Les acteurs sont au-delà du Rwanda. Et c'est cela qui a le problème. Ouais? Donc, comme je l'ai dit, le Rwanda est utilisé. Et aussi, le Rwanda a ses propres revendications qui ne sont pas majeures, qui ne devraient pas
qui ne devrait pas nous amener dans cette situation ici. Parce que les Rwandais, on peut tout dire, il n'a pas les moyens nécessaires pour combattre la RDC s'il ne pas soutenir. Okay. Et ceux qui soutiennent les Rwandais, ils ne les soutiennent pas parce qu'ils aiment les Rwandais. D'ailleurs, c'était ma question, le rôle que jouent aujourd'hui les acteurs extérieurs. Ok, il faut qu'on essaie un peu de circonscrire d'abord la situation dans laquelle nous sommes. Pour qu'on arrive à une solution durable, à une paix durable, il y a 3 dimensions. Okay. Il y a 3 démarches qu'il faut suivre. La première démarche, c'est le cessez-le-feu, mettre fin aux atrocités. La deuxième démarche, c'est la conférence internationale pour la paix en RDC qui prône Dr Denis Mukwege. Et c'est là la démarche dans laquelle il est depuis un certain moment au niveau de l'Union européenne, au niveau de la communauté internationale. Il y a aussi le pacte social, parce que la coopération internationale, c'est un mécanisme international pour que nous puissions arriver à la paix. Mais il y a aussi le pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC et dans le pays de Grand Lac, proposé par la CENCO. Ça, c'est maintenant le mécanisme interne, parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Il y a les problèmes qui sont endogènes, qui doivent être réglés d'abord à l'interne. Et nous estimons... Je cherchais d'avoir voir un peu les rôles que jouent les acteurs extérieurs. Ok, les acteurs extérieurs... Parce que vous avez de manière ramassée parlé de ceux qui sont derrière le Rwanda, tantôt l'Ouganda également. Mais ici, voilà. Permettez-moi alors de... Permettez-moi mention d'une conférence internationale, déjà on entend qu'il y a d'autres qu'on ne veut pas de manière audible les citer. Je l'ai dit tantôt, que le Rwanda est un proxy téléguidé dans ces conflits. Très bien. Et utilisé par les Occidentaux, par tous ceux qui achètent les matières premières à travers le Rwanda pour nous agresser. Mais le conflit ici a déjà trouvé des solutions. Il y a eu déjà une réponse que nous considérons être une réponse louable qu'on a trouvé en 2013 à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC a été signé et il y a eu plusieurs acteurs qui ont été mis sur la même table. Et alors, les acteurs majeurs de ces conflits, il y avait nous, la RDC, qui était là, qui sommes le pays agressé. Il y avait le pays membre de la CIRGL, donc le pays voisin de la RDC, qu'on utilise souvent. Parmi ces pays-là, il y a le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Mais tous les autres pays frontaliers étaient sur la table. Et il y a aussi la communauté internationale. Donc, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Il y a aussi des organisations multilatérales comme l'ONU, comme l'Union européenne. Il y a eu aussi la SADC qui sont signataires de cet accord ici. Et ces acteurs-là sont des acteurs majeurs de ces conflits. Et sur la table, il y a eu, n'est-ce pas, des engagements pris par chacune des parties qui malheureusement n'ont jamais été respectés. Et c'est cela qui nous a amenés aujourd'hui dans une situation où nous sommes aujourd'hui. Parce que si l'accord cadre d'Addis Abeba était respecté à la base, parce que nous estimons que c'est l'accord majeur que le Congo n'a jamais signé depuis que nous sommes dans le cycle des accords. En commençant par Lusaka, à passer par San City jusqu'à Goma. Le seul accord qui est solide et en faveur de la RDC, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Parlant maintenant des engagements. Ok, surtout. C'est là qu'il y a... La faiblesse, c'est à quel niveau? La faiblesse, c'est le non-respect des engagements pris par les différentes parties prenantes de ces accords. Et ici, vous accusez qui? Je dis toutes les parties. La RDC, notre pays, l'accord a été signé en 2013. Depuis 2013, ces accords-là ont été mis à côté. Je vais y revenir. Alors, le président Tshisekedi arrive au pouvoir. On l'amène dans une autre logique. On l'éloigne de l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. On l'amène dans le processus de Luanda, dans le processus de Nairobi, qui, vous le savez, nous amène dans une impasse politico-diplomatique qui ont prouvé leurs limites. Le 15 décembre 2012, Kagame a boycotté les sommets pour des raisons qui lui sont propres. Nous, notre pays, la RDC, nous avions pris quelques engagements. Le premier engagement, c'était de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Okay. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, depuis un certain moment,
l'autorité de l'État n'est pas effective sur l'ensemble du territoire. Donc l'intégrité de notre territoire n'est pas protégée. Et ça, c'est un problème sérieux. Quand l'État n'arrive pas à être présent partout sur toute l'étendue du territoire, ce qui amène aux agresseurs de progresser et de prendre de territoire en territoire sans qu'il y ait défense. Parce qu'ils arrivent dans des zones où l'État n'existe pas. Sur le plan militaire, sur le plan administratif, l'État est quasiment absent. Nous, ici, au Kwango, dans les Grands Bandundu, avec la milice... avec la milice de Mubondo, c'est n'importe quel moment qui font éruption dans des cités, ils tuent, ils violent la paisible situation sans qu'ils ne soient inquiétés. Et c'est là, depuis un certain moment, l'État n'arrive pas à mettre fin, n'est-ce pas, à ce banditisme-là. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas présent. Et cela, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai dit bien, c'est depuis 2013 que l'accord a été signé. Nous avons pris l'engagement de réformer l'armée et la police. Et ça, c'est un grand problème que nous avons dans notre pays. Ne soyez pas surpris que nos forces armées se trouvent en débandade. Partout là où ils doivent s'affronter face aux agresseurs. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas pris le temps, n'est-ce pas, de réformer notre armée, de rendre notre armée républicaine. Vous savez de la manière dont notre armée a été cousue, si je peux dire comme ça. C'est un regroupement de différentes forces venant de différentes rébellions par le passé. Qu'on a mixé, qu'on a mis ensemble. Chacun venait avec sa grade telle qu'il lui a été attribuée alors qu'il n'a aucune formation dedans. C'était des civils qui n'ont jamais eu aucune formation. Ils se sont retrouvés des généraux dans l'armée. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que juste dans les esprits de certains militaires, de certains hauts gradés de l'armée, ils ont toujours des penchants par rapport à leur seigneur de guerre de l'époque. Ce qui constitue une faiblesse énorme dans l'armée. On n'a pas pris le temps de réformer l'armée. Et quand vous lisez Dr Denis Mukwege, dans ce qu'il a écrit, dans le plan de paix qu'il a soumis, alors, laissez-moi terminer. Comme ça, je prends la... dans ce qu'il a soumis à la population, il a donné toutes les démarches possibles pour que nous ayons une armée républicaine, pour que nous arrivions à réformer notre armée. On dirait même un breveté de l'état-major parce que c'est très éloquent. Il a même donné le mécanisme pour désarmer, n'est-ce pas, des militaires. Ne vous inquiétez pas. Il y a des militaires qui sont désarmés et abandonnés dans la société. Quelqu'un qui était habitué à toucher les armes, à vivre grâce à ces armes-là, vous les démobilisez et vous ne faites rien de ce type-là, il devient dangereux dans la société. Et ce sont ces mêmes gens-là que les agressés sont en train de récupérer et qui les arment encore pour mettre en danger la population. Il y a plusieurs engagements. Notre pays a pris l'engagement de travailler, n'est-ce pas, pour, ces engagements qui ne sont jamais été pour respectés. La réforme des institutions de finances publiques et consorts. Quand vous regardez comment est-ce que l'administration de l'État est organisée, les finances publiques, comment est-ce qu'ils sont gérés, ça laisse à désirer. Et tous ces éléments-là, ce sont des éléments, si c'était respecté, ça allait dans le sens de renforcer l'État congolais, ça allait dans le sens de renforcer les gouvernements, la gouvernance dans notre pays. Mais également, nous avons pris l'engagement de travailler sur la tolérance. Donc la justice, la tolérance, la justice et la tolérance. Donc, en quelque sorte, la justice transitionnelle. On ne peut pas construire, n'est-ce pas, une nation, un pays, sans la justice. Yes. Notre pays a connu des atrocités. Notre pays a connu des crimes, des violences sexuelles. Et tous ceux qui sont acteurs, n'est-ce pas, de ces crimes-là, sont devenus des généraux, sont devenus des ministres, de PDG. Dans l'entretien, les bourreaux sont là. Et ça, c'est un problème sérieux. On devrait commencer par connaître la vérité, par réparer les victimes, par juger les acteurs, mais aussi avoir, n'est-ce pas, les garanties de non-répétition. C'est ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Mais on n'a jamais passé par là. On a favorisé, n'est-ce pas, l'amnistie pour le criminel au détriment de la justice. Et ça tire vers le bas la possibilité d'avoir la paix. Et donc, les engagements que nous avons pris, nous, la RDC, allaient dans le sens, n'est-ce pas, de consolider la paix. Et à l'issue de cet accord, ça c'est du côté congolais,
il y a eu un mécanisme national de suivi qui a été mis en place. C'est très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer comme élément d'engagement vis-à-vis de cet accord qui n'a jamais été respecté. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons normalement faire pour l'instant? Je voudrais d'abord que vous puissiez me donner votre analyse sur la diplomatie. Aujourd'hui, nous avons la SADC, nous avons l'EAC, nous avons l'ONU, nous avons d'autres puissances qui sont derrière la République. Comment trouver une solution à ces conflits qui a longtemps duré? Ok, là, je parlais des engagements, n'est-ce pas, de la RDC. Okay. J'ai parlé de 3 acteurs majeurs qui ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a aussi l'engagement de pays membres de CIRGL qui, eux aussi, à leur tour, n'ont pas respecté leur engagement. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation ici. Ils ont pris quel engagement? Donc, le Rwanda et l'Ouganda, qui sont aujourd'hui les proxys téléguidés qu'on utilise pour nous mettre aujourd'hui à genoux. Ils ont pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ça, c'est très majeur. C'est à n'importe quel moment que le Rwanda et l'Ouganda violent la souveraineté et l'intégrité de notre pays. C'est à n'importe quel moment qu'ils s'ingèrent aux questions politiques dont ils n'ont pas, auxquelles ils ne sont pas invités, ils ne sont pas concernés. Ça, c'est un problème. Là, il y a violation de l'engagement. Ils ont pris l'engagement de ne pas apporter aucun soutien. Je dis bien aucun soutien aux groupes armés évoluant. Mais c'est Marius. Au-delà de tout ce que... Je veux que ceux qui nous suivent puissent comprendre le bien fondé de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils ont pris l'engagement de ne pas soutenir. Pas de mesures contraignantes en cas de sanctions. Je vais y arriver. Je vais y arriver, messieurs les journalistes. Là, apparemment, ils ont pris l'engagement de ne pas soutenir aucun groupe armé. Ils ont pris l'engagement de développer une forme de coopération administrative et judiciaire avec la RDC. Ça veut dire que dans les sens qu'il y a des criminels qui s'enfuient dans un des pays limitrophes membres de CIRGL soient arrêtés et transférés au Congo pour que celui-là soit jugé. Vous savez qu'en 2013, lorsque l'M23 a été défait, ils ont pris fuite vers les Rwandais et l'Ouganda. Et lorsqu'ils sont rentrés pour prendre Bunagana, ils sont venus de l'Ouganda. Donc là, il y a aussi un problème. Ils ont pris l'engagement, je l'ai dit, de respecter la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Vous comprenez par là que non, ces pays n'ont pas respecté les engagements. Il y a aussi la partie de la communauté internationale qui est aussi l'acteur majeur. C'est là que je vais répondre à votre question sur le plan diplomatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le voie de sortie de la crise. Ils ont pris l'engagement d'accompagner la RDC dans la mise en pratique, la mise en œuvre de l'accord. Ils ont pris l'engagement de sanctionner, n'est-ce pas, tout acteur qui n'aura pas respecté les engagements. Et depuis un moment, vous allez voir que non, la communauté internationale a semblé être loin de cet accord. Pour quelle raison? À qui profite cette lourdeur ou le silence? Voilà, bonne question. Vous comprendrez que depuis un certain moment, notre pays et la façon dont nous avions évolué avec la diplomatie congolaise, nous avions quitté la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba pour aller dans la logique de processus de Luanda et de Nairobi. Le processus de Luanda met sur la table seulement le gouvernement congolais et le Rwanda. Or, déjà en 2021, il y a eu des accords les accords de paix entre le Rwanda et la RDC qui nous a amené à ouvrir l'espace aérien pour le Rwanda. Vous savez qu'à un moment donné, tout Congolais voulait toujours voyager par le Rwandais, à Kinshasa ici. D'ailleurs, quand le président Joseph Kabila est parti, les relations n'étaient plus au bon fixe à cette époque. C'est ça que j'ai dit. Quand le président arrive, dans sa logique de chercher la paix avec le Rwanda, ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est là que je veux que les gens puissent me comprendre. Allez-y. Mais le Kagame a montré que le conflit de la RDC va au-delà de simple Kagame. Parce que nous avions donné tout ce qu'il fallait donner au Rwanda. Nous avions ouvert le ciel pour le Rwanda. Nous avions donné la raffinerie de l'or congolais au Rwanda. Et tant d'autres avantages. Mais Kagame continue toujours à donner des arguments qui ne tiennent pas debout. Et la communauté internationale ne dit rien. Parce que quand nous signons des accords avec le Rwanda. Mais ceux qui achètent les matières premières à travers le Rwanda, qu'est-ce qu'ils en bénéficient?
Il n'en bénéficie rien. C'est pour dire que... Vous évoquez cette question, on va y revenir. Alors, parce que ceux qui achètent les minéraux, parce que tout ce qu'il y a comme matière première, pourquoi ils ne viennent pas là, en RDC de manière ouverte? Cette question, je sais pourquoi je pose cette question, c'est une précision très importante. Vous anticipez. J'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent la logique. Comprennent un peu la logique, parce que nous allons arriver à cette question-là. Okay, quand nous, la RDC, nous signons les accords avec les Rwandais, nous signons les accords qu'avec les Rwandais. Vous voyez? Et nous avions tout donné au Rwanda. Mais c'est comme si vous avez un receleur, vous avez un voleur et une victime. Nous sommes une victime. Le Rwanda, c'est un voleur. Et ces entreprises-là, multinationales, je les considère comme des receleurs. Qui sont aussi nos partenaires d'ailleurs. Qui sont aussi nos partenaires. Je vais y arriver, vous allez comprendre. Maintenant, ces receleurs-là, ils disent aux victimes de négocier avec le voleur. C'est pas possible. Alors qu'il est possible. Avec la victime. Avec la victime, voilà. Okay. Alors qu'il est possible, messieurs les journalistes, que la victime puisse dire au receleur qu'il est possible de venir par la grande porte, de ne plus acheter les matières à travers les voleurs. Venez dans la logique de gagnant-gagnant. C'est là que le docteur Denis Mukwege nous impose de négocier avec les voleurs. Pourquoi les receleurs nous imposent ou bien nous poussent? Je comprends maintenant la démarche de docteur Denis Mukwege. Voilà, c'est là que je voudrais que les gens puissent comprendre. Allez-y. Pourquoi on nous pousse à négocier avec les voleurs. Avec le voleur. Les Rwandais. Vous allez comprendre par là que le gouvernement congolais, quelque part, son image est ternie. Sa crédibilité est entachée au niveau international. Le respect des engagements de la RDC, dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, va aussi dans le sens, n'est-ce pas, d'assainir le climat des affaires au Congo. Très important. Très important. Parce qu'un investisseur important ne viendra pas dans un pays où l'État n'est pas présent sur toute l'étendue du territoire. Ne viendra pas dans un pays où la corruption, le détournement est une monnaie courante. C'est ça l'image que les investisseurs ont de la RDC. C'est ça l'image que les investisseurs ont de la RDC. Et c'est une réalité. Regardez les engagements pris par la RDC à Addis Abeba. Il dit que non, je vais rétablir de l'autorité de l'État. Je vais travailler dans le développement économique, faciliter l'accès aux services de base à la population. Vous ne pensez pas que c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire? Parce que dans 6 ans, avec tout ce que vous... Je ne suis pas ici pour parler de la politique de Tshisekedi. Parce que plusieurs fois sur vos plateaux ici, nous avions décrié. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, Tshisekedi a lamentablement échoué. Tshisekedi, si on demande à Mme Soumina son bilan, presque 10 années, elle n'en a pas. Les 6 ans, les 5 ans du gouvernement passé, du mandature passé, il n'y a rien de palpable. Il n'y a rien de palpable. On ne peut pas revenir sur ça. Et aujourd'hui, si, comme Dr Denis Mukwege, le gouvernement congolais travaille dans le sens de revenir dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba et le respecter, vous allez voir comment est-ce que les investisseurs vont venir. Et donc nous étions dans ce sens-là. J'étais en train j'étais dans la illustration de receleurs, voleurs et victimes. Donc, si on respecte les accords cadres d'Addis Abeba, l'engagement de la RDC, d'autres parties aussi respectent leurs engagements, la paix sera rétablie. Et les investisseurs ne passeront plus auprès du voleur, mais bien, ils viendront directement négocier avec la RDC. Et donc, le problème est à ce niveau-là. C'est ça les sources même de notre conflit. On nous a distraits, on nous a amenés à Luanda, sachant qu'à Luanda, on n'aura pas gain de cause. On nous envoie à Nairobi. Parce qu'à Luanda, c'est entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. À Nairobi, c'est le gouvernement congolais et les groupes armés. Or, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'a pas été demandé au gouvernement congolais de négocier avec les groupes armés, mais plutôt de mettre fin aux parties prenantes au gouvernement congolais de mettre fin à l'activisme des groupes armés. Mais qui sont alimentés par nos voisins. C'est là qu'il faut faire l'effort de me comprendre. C'est là que je suis. Ça veut dire que si on arrive à respecter nos engagements, la MONUSCO, donc la communauté internationale, à travers la MONUSCO, devrait accompagner, ça c'est l'accord, c'est pas moi qui le dis, devrait accompagner le gouvernement congolais à combattre, n'est-ce pas, les groupes armés. Et donc, la communauté internationale devrait sanctionner aussi les pays qui ne seront pas en train de respecter l'accord. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege,
du haut de la chaire de l'Union européenne, a appelé aux sanctions. Ça, c'est parmi maintenant les voies de sortie. Tu vois? Vous voyez? Les voies de sortie, donc, il y a la nécessité d'une mobilisation politique internationale et l'adoption, n'est-ce pas, des sanctions contre les pays qui ne respectent pas les engagements. C'était ça ma question. Parce que s'il y a des sanctions, il y a cette mobilisation politique internationale, des sanctions sérieuses, pas de vaines sanctions qui ne produisent pas d'effet. Des sanctions sérieuses contre les Rwandais, celle-ci, le Rwanda, manquera désormais les moyens pour n'est-ce pas, soutenir les groupes armés. Vous êtes sans ignorer que... C'est ce que l'ONU est en train de faire, les États-Unis, l'Union européenne, c'est là que je salis la Belgique, bien que la France joue au double jeu. C'est là que je salis, n'est-ce pas, la diplomatie agissante de Dr Denis Mukwege. Vous avez vu l'homme. Je parle. Vous avez vu l'homme aux tribunes, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Ouais. Alors, avant qu'il arrive à ce niveau-là, déjà d'abord, là où vous allez comprendre aussi la faiblesse de la diplomatie congolaise. Dr Denis Mukwege avait déjà décroché une résolution sur la traçabilité des matières premières venant des zones de conflit qui interdisait l'exploitation et la commercialisation des matières premières venant des zones de conflit. C'était déjà interdit. Pendant que cela est acquis, c'est le gouvernement congolais qui signe avec les Rwandais, comme je l'ai dit tantôt, l'accord de paix en 2021, et qui octroyait les Rwandais la possibilité d'avoir la raffinerie de l'or. Cet or-là venait d'où? Des zones de conflit. Exploité grâce à la violence faite aux femmes, à l'exploitation de mineurs, à des tueries, c'est que combat Dr Denis Mukwege. Et cette résolution-là était déjà un instrument obtenu par Denis Mukwege à la communauté, au niveau de l'Union européenne, que le gouvernement devrait normalement utiliser. Ouais. C'est quand le gouvernement signe des accords avec le Rwanda, c'est alors que l'Union européenne va aussi au Rwanda pour signer les accords avec le Rwanda afin d'acheter... Donc c'est le gouvernement congolais qui a donné la matière ou les arguments à l'Union européenne. Vous comprenez maintenant la faiblesse de la diplomatie. La démarche de Félix Tshisekedi était de trouver la paix entre les voisins. Non, il avait mal ciblé son voisin. Non, pas son voisin, l'agresseur. Il faut aujourd'hui toucher aux questions profondes. Cibler les vrais acteurs. Et le docteur Denis Mukwege l'avait toujours dit. C'est pourquoi il est allé à l'Union européenne. Et il a mis les députés européens face à leurs responsabilités. C'est ainsi que tous, à l'unanimité, ont pris la décision de mettre fin, n'est-ce pas, à cet accord-là d'achat des minéraux par le Rwanda, à travers le Rwanda. Ça, c'est une victoire. Et pour cela... reconnaître au docteur. Pardon? Il faut reconnaître au gouvernement. Qu'il faut reconnaître au docteur Denis Mukwege. C'est ça aussi le grand problème. Quand il y a un digne fils qui fait un bon travail pour sa nation, il faut le lui reconnaître. J'en ai ici aux Congolaises de s'approprier du combat du docteur Denis Mukwege. Tout celui qui exprime son patriotisme les journalistes, pour la victoire, n'est-ce pas, il ne suffit pas de saluer les combats du docteur Denis Mukwege. La bonne manière de saluer les combats du docteur Denis Mukwege, c'est mettre en pratique ce qu'il propose comme politique publique. Vous savez, messieurs les journalistes, nous sommes sur les voies de sortie. Allez-y. Denis Mukwege avait interpellé le gouvernement congolais de ne pas laisser les forces de l'EAC entrer sur notre territoire. Ils sont déjà parus. Attends. On l'avait traité de tous les noms d'oiseaux. On l'avait traité de jaloux. On l'avait traité de novice apolitique. Cette force-là est entrée. La suite, nous l'avions connue. Aujourd'hui, la solution à cette question-là, cette force-là est partie. Mais ce n'est pas fini. Les gouvernements congolais doivent développer les mécanismes pour les retraits de la RDC dans l'EAC. On ne peut pas alors trouver solution aux problèmes que nous avons à l'Est avec les agresseurs. La politique de Félix Tshisekedi était combattre les systèmes dans les systèmes. Je sais qu'il y a des voisins qui me mettent mal à l'aise, mais je viens dans votre organisation pour qu'on en parle de manière claire. Je vous ai dit que le gouvernement de Kinshasa avait mal identifié l'agresseur. Okay. Ça, je dis, l'EAC, c'est un regroupement
des agresseurs, des pays qui convoitent notre matière, notre richesse. Nous n'avions pas voulu naître dans ce pays. C'est le bon Dieu, par sa bonté et sa souveraineté divine, qu'il a décidé de nous donner ce que nous avons. Vous voyez? Et donc, aller coopérer avec les agresseurs, ça ne donnera jamais la peine. C'est ainsi que vous allez voir, chaque fois, quand Félix Tshisekedi se tourne vers l'EAC les renvoie d'aller négocier avec le Rwanda, d'aller négocier avec les groupes armés. Alors, tant que Kinshasa, Kinshasa refuse de négocier avec le groupe armé, ça nous saluons. Mais pendant que vous négociez avec le Rwanda, indirectement, c'est l'M23 à qui vous donnez de la force. Parce que le cahier de charge de Kagame, c'est le même cahier de charge que l'M23. Et donc, il n'y avait pas nécessité de négocier avec Kagame, de négocier avec le M23, si et seulement si l'accord cadre d'Addis Abeba était respecté. Et donc, c'est une des voies de sortie de la crise. Mais autre chose, il faut organiser, n'est-ce pas, le commerce transparent et responsable des matières premières. Ça, c'est un problème aussi. Nous devons combattre les commerces illicites de matières premières venant des zones de conflit. Et cela touche tous les acteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la transition écologique. Et les matières premières qui sont utiles à cette transition-là, la plupart viennent de la RDC. Il ne faudrait pas que cette transition-là écologique soit couverte par le sang des Congolais, soit couverte par la violation sexuelle que sont victimes nos mamans. Il faut que cette transition-là soit propre. Et je crois, et j'en appelle, n'est-ce pas, à l'ONU, de prendre conscience de cette question-là. Le commerce doit être transparent. C'est ainsi la nécessité aujourd'hui de la tenue de la conférence internationale pour la paix en RDC. C'est d'ailleurs là que je voudrais... Cette conférence-là... De quoi il s'agit de manière massive? Parce que, peut-être ma question, avant de commencer cette conférence-là, est-ce que vous êtes sûr que l'accord cadre d'Addis Abeba, avec tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous avez présenté comme faiblesse, n'est pas d'actualité? N'est pas d'actualité. La faiblesse demeure toujours le même, le non-respect, n'est-ce pas? Le non-respect des engagements des différentes parties. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'y revenir progressivement avec la lutte que met Denis Mukwege. Parce que quand déjà, les Kogarans, n'est-ce pas, qui sont l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU, parce qu'ils sont signataires, quand ils prennent des décisions contre les agresseurs qui sont identifiés, qui sont connus, les proxys téléguidés, c'est dans l'esprit de l'accord d'Addis Abeba. Et le gouvernement congolais doit sauter sur l'occasion et revitaliser cet accord-là. Tout en sachant qu'il a des engagements qu'il doit aussi respecter. Il a des engagements qu'il doit respecter. Et donc, le pourquoi maintenant de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le pourquoi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi c'est la clé? Non, disons de la conférence internationale pour la paix en RDC. Son importance. Nous avions dit que le conflit que nous avons aujourd'hui a pour soubassement les causes économiques. Et il nous faut une solution économique et de surcroît mondiale pour en finir de façon durable. Parce qu'il nous faut la paix. Pas n'importe quelle paix. Pas la paix avec des compromissions comme nous avions connu hier. La paix sans la justice. La paix là où on donne des amnisties aux groupes armés, on donne l'amnistie. Non, pas ça. La paix durable qui doit tenir compte de la justice et consorts. En fait, la conférence internationale pour la paix devra avoir comme acteurs d'abord tous les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que ce sont là les acteurs majeurs. La communauté internationale, les pays membres des CIRGL et nous qui sommes victimes. Mais également, une nouvelle donne qu'on a toujours négocié, qu'on a toujours négligé, ce sont les entreprises qui achètent ces matières premières-là à travers le pays agresseur. Il y en a aujourd'hui plusieurs entreprises au niveau mondial qui doivent être invitées sur la table des négociations. Ça, c'est au niveau international. Mais aussi, au niveau interne ici, on doit aussi appeler sur la table de négociation les opérateurs économiques congolais. Parce qu'il y a des opérateurs économiques congolais qui exploitent aussi la matière première et qui les vendent aussi illégalement à travers le pays voisin. Aujourd'hui, plusieurs pays voisins, sont devenus des grands exportateurs de l'or et d'autres matières premières
alors qu'ils n'en ont pas sur leur, sur leur territoire. Alors, toutes ces matières premières-là viennent de notre pays à travers certains opérateurs économiques congolais. Maintenant, On doit aussi les amener sur la table et les mettre à confiance. Donc, assainir, disons, comme je l'ai dit tantôt, le climat des affaires. Alors, ma question, parce que le docteur Denis Mukwege que nous sommes en train, bien sûr, de voir ici, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on doit d'abord résoudre cette crise à l'Est pour organiser comment vous entrevoyez cela? On doit le faire quand? Au moment où nos territoires, ou bien certains de nos territoires sont occupés par l'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant? Nous voulons comprendre la démarche des bonnes initiatives, mais à quel moment? D'abord, je l'ai dit quand j'ai commencé, la première démarche, c'est de cesser le fait. Mettre fin à la guerre. Et que les agresseurs doivent se retirer des territoires congolais. Ah, ok. Ça, c'est d'abord... Quand on parle de cesser le fait, ce n'est pas on finit avec la guerre, mais les agresseurs restent. Non, cesser le fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Chacun reste dans sa position. Non, les Rwandais oui, non. Mais quand vous lisez les résolutions de la communauté de l'Union européenne, quand vous prenez toutes les mesures prises par l'Angleterre, d'autres pays de l'Union européenne, même les États-Unis, on demande le retrait. Ils demandent tous le retrait. Et que le gouvernement congolais puisse prendre en charge maintenant ses responsabilités. Parce que quand il se retire, on doit déployer des forces congolaises sur tous les territoires. J'ai oublié aussi une autre voie de sortie. Allez-y. Il faudra, comme je l'ai dit, quitter l'Union européenne, quitter quoi? L'EAC, mais aussi retirer toutes les forces étrangères qui sont sur notre territoire, comme les Ougandais. Ce sont les pays qui nous agressent. Comment ils peuvent encore travailler avec le gouvernement congolais pour traquer les ADF? Si on a organisé à l'interne ici chez nous le dialogue entre Congolais, pourquoi on ne peut pas organiser le dialogue entre Ougandais, inter-Ougandais, le dialogue inter-Rwandais, pour régler de façon durable le problème des Interahamwe et des ADF Nalou? Et pourquoi seulement ces gens-là doivent venir les combattre sur notre territoire? C'est un prétexte. Non. Si nous avions connu ce qu'on avait appelé par le passé dialogue entre Congolais, et il y avait des solutions, et aussi doivent chez eux organiser les dialogues inter-rwandais, les dialogues inter-ougandais, pour que ces affres-là, nous ne puissions plus continuer à les vivre. Ah, ok. Et donc, c'est paradoxal que le gouvernement congolais... Donc, parmi les voies de sortie, il faut retirer tout ce qu'il y a comme présence militaire de pays étrangères sur notre territoire. Nous aussi, on combat les groupes armés. Okay. Mais également... La conférence, on revient sur la conférence. Vous l'avez dit que l'actualité, ou bien les acteurs. L'accord cadre d'Addis Abeba sera les termes de référence à cette conférence, pardon. C'est ça, non? Okay. Tout à fait. Donc, tous ces acteurs-là qui ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba vont se retrouver. On a toutes ces donnes-là. Des entreprises qui achètent, vous l'avez dit. Ils sont sur la table, mais aussi des opérateurs économiques congolais sur la table, et là on discute. Et c'est là, à pour Soubassima aussi, pour qu'on arrive là-bas, et pour que les Congolais, à l'initiation, puissent avoir de cette voix, qu'ils ne puissent pas avoir de tendance. C'est là qu'intervient la nécessité du pacte social pour la paix et le bien vivre au Congo. Qui est boycotté par... proposé par la Senco et les CC. J'ai vu les soutenir également. Non, papa. Au-delà des conflits exogènes. Mais il n'a jamais été reçu par ces gens. Comment? S'il vous plaît. Au-delà des problèmes exogènes, il y a des problèmes endogènes qu'on doit résoudre. Il y a des vérités qu'on doit se parler en face et que chaque parti doit accepter. Si le pouvoir de Kinshasa met à cause cet appel de Senko, c'est parce que dans leur esprit politicien, ils passent directement au partage de pouvoir. Mais ça a été toujours... ce n'est pas ça. Vous allez promettre à ces gens quoi? S'il vous plaît, quand vous lisez les documents, nulle part les prêtres ont parlé du partage. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les prêtres n'ont parlé nulle part du partage de pouvoir. Ça, c'est dans l'esprit des Congolais. Ça, c'est dans l'esprit des politiciens congolais. Mais pour ceux qui travaillent pour la paix, et la paix durable dans notre pays, comme le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et l'église catholique et l'église protestante, l'ECC, elles ne pensent pas à des postes politiques.
On vient, on discute, on parle. Donc c'est une façon de niveler les Congolais à un même niveau de problème. N'est-ce pas? Dialogue pour la reprise, pour la prise de conscience. Ils sont aussi pour la conférence internationale. Hein? Mais c'est là que nous devions chuter. Quand je vous parle, n'est-ce pas, des solutions mondiales, solutions économiques mondiales, c'est ça. Ça doit venir de cette conférence-là. On doit garantir à tous ceux qui veulent travailler avec la RDC que la RDC est devenue un pays normal. Là où règne la paix, règne la justice, il y a la bonne gouvernance. Et pour qu'on en arrive là, nous à l'interne, nous devons taire d'abord nos différends. C'est ce qu'il faut en cette période d'ailleurs. Voilà la démarche des pères de l'Église catholique. Et donc, dans la logique des pères de l'Église catholique, il ne sera pas question de partage de pouvoir. Il sera question de parler des problèmes. À l'image, tu vois, l'histoire ne fait que se répéter presque. Vous vous rappelez lorsque les Congolais, nos pères de l'indépendance devraient aller, monsieur les journalistes devaient aller à la table ronde. Lumumba était en prison. N'est-ce pas? Ils devraient tous se mettre ensemble. Ils ont demandé à ce que Lumumba soit là. Donc, les querelles internes, ils ont oublié. Celui qui avait un conflit particulier avec Lumumba, ils ont mis ça d'abord de côté. Que Lumumba soit sur la table pour que nous tous Congolais, face à ces blancs, nous puissions avoir un même langage. C'est ça aujourd'hui, avec l'esprit du pacte social, nous devons connaître quels sont nos problèmes et trouver des solutions à l'horizon 2060. Parce qu'il faut réfléchir à long terme. Parce que nous sommes dans la démarche de la paix durable. Il faut réfléchir à long terme. Et quand on réfléchit à long terme, on ne vient pas avec de partage de pouvoir. Parce que faire aujourd'hui Moïse Katumbi, ministre des Sports, Martin Fayoulou, ministre de la Défense, ainsi de suite les opposants, cela ne résoudra pas les problèmes parce que ce modèle-là, nous l'avions déjà connu, nous l'avions déjà expérimenté dans ces pays. Ça n'a pas produit le résultat escompté. Il nous faut maintenant que les Congolais soient... Il reste quelques minutes. Les Congolais soient mis au niveau. Nous allons, on rassure à ceux qui ont besoin de notre matière première pour la transition écologique, qu'il est possible de passer par la RDC et d'éviter à passer par les proxys téléguidés qui occasionnent la violation sexuelle, qui utilisent la violation sexuelle comme arme de guerre, qui utilisent les enfants dans les carrés miniers, qui tuent le peuple congolais, qui massacrent depuis des années nos peuples. Donc il est possible qu'on puisse avoir la paix à travers la logique que Denis Mukwege soutient. Alors ma question, peut-être il nous reste pratiquement quelques minutes. Pourquoi le docteur Denis Mukwege a été toujours mal compris? C'est une belle question. On doit, parce que quand on vous entend, apparemment, c'est parmi quand même des questions ou des solutions qu'il faut mettre en pratique. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à l'écouter? Le complot contre la RDC est très profond. Et les acteurs de ce complot-là, ils se connaissent. Okay. Mais la solution a toujours été là. C'est pourquoi le docteur Denis Mukwege ne s'est jamais lassé. Ceux qui sont complices de ces conflits ne permettront pas à ceux qui aient la paix. Ne les permettront pas. Mais nous avons des dignes fils qui travaillent et qui ont la bénédiction de Dieu, comme docteur Denis Mukwege, pour nous amener à un peu débat. Mais aujourd'hui, plus d'un Congolais donne raison aujourd'hui au docteur Denis Mukwege par rapport à tout ce qu'il dit. Parce que tout ce qu'il avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si tous les alertes données par docteur Denis Mukwege étaient compris par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, nous ne serons pas dans cette impasse. Je le dis toujours. En 2021, docteur Denis Mukwege raconte le président de ce qu'il dit. Il dit au président, vous voulez que votre pouvoir soit assis sur des bases solides? Il faut organiser la justice. Il faut un tribunal pénal international pour la RDC. Tous ceux qui ont participé à des crimes soient poursuivis. Mais quelle était la déclaration du gouvernement congolais au Rwanda? Nous avions dit que les morts que nous avons connus dans notre pays sont des dégâts collatéraux du génocide au Rwanda. Oui. Et par conséquent, nous n'allons pas fouiner dans le passé. Le passé, c'est quoi? Le passé, c'est les rapports mapping. Parce que les rapports mapping retracent. Ça aussi, c'était quand même une avancée significative. Retrace, j'ai dit, les rapports mapping retracent tous les détails de 93 en 2003.
de tout ce que vous avez connu comme conflit. Au-delà des rapports mapping, il y a d'autres crimes qui sont documentés et qui sont connus. Et c'est seulement le Dr Denis Mukwege qui porte ces rapports mapping-là. Et tous ceux qui étaient dans les crimes, les sont aujourd'hui derrière le président Tshisekedi. Ça veut dire qu'ils sont protégés par l'union sacrée. Les autres sont à l'extérieur du pays. Pour que ceux qui sont à l'extérieur du pays, les mains soient mis sur eux, il faut un tribunal pénal international. Pour poursuivre les États étrangers, il faut un tribunal pénal international pour la RDC. Je vois le procureur de la CPI qui est à Kinshasa, vous avez suivi ces déclarations. Ça, quand même, que les voix des Congolais ont été bien écoutées, entendues. Je salue encore mon leader, Dr Denis Mukwege. Le procureur de la CPI, qu'est-ce qu'il a recommandé au gouvernement congolais? Et le gouvernement congolais a épousé. Il leur avait demandé d'organiser une conférence internationale pour la paix en RDC. Cette conférence-là, Dr Denis Mukwege l'avait demandé, je crois, en 2018. Lorsque le prix Nobel de la paix lui a été octroyé. C'est là qu'il a fait cet appel-là pour la conférence internationale pour la paix en RDC. Et donc, c'est inconditionnel, nous devons passer par là pour avoir la paix. Pas n'importe quelle paix, la paix durable. Et je dis que le chiffre 7, qui représente l'âge de Denis Mukwege, c'est une bénédiction. Parce qu'à travers ça, nous allons finir par avoir la paix et nous allons nous reposer. Comme Dieu s'était reposé au 7e jour, nous aussi, au 70e anniversaire du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, nous allons nous reposer dans la paix. Comme il avait déclaré lors du message de la fin de l'année, il a demandé au peuple congolais de déclarer l'année 2025 comme l'année de la paix. Et il lui travaille. Mukwege ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. En dépit de tout ce qu'il a connu dans ces pays comme diffamation. Parce qu'il n'y a pas un seul Congolais qui a été traumatisé comme docteur Denis Mukwege. Il est où actuellement à Bukavu et sous occupation de... Denis Mukwege est en Europe, vous l'avez vu à l'Union européenne, n'est-ce pas? Toujours dans cette démarche-là, de trouver la solution. La situation qui prévaut aujourd'hui à l'Est, l'a retrouvé déjà. C'était prévisible. Je ne sais pas. Lui, il est allé dans le démarche, comme il va toujours en Europe dans des conférences, dans des réunions à la recherche de la paix. C'est ainsi que la situation l'a retrouvé là-bas. Les méchants ont fait circuler de fausses informations à la toile comme quoi il a été évacué. Non, Denis Mukwege, c'est un combattant, un résistant. Il a connu toutes les guerres d'agression. Et lui-même en a été victime. Jusqu'à ce qu'il a perdu un de ses collaborateurs proches, un de ses chauffeurs. Ah oui. La guerre d'Afdel l'a trouvé à Lemera. La guerre du RCD l'a trouvé au Rwanda. Et lorsqu'il a quitté Lemera, il a fui. Parce qu'il a été attaqué physiquement. C'est lui qu'on cherchait, sa peau. La guerre du RCD l'a trouvé à Goma. Toutes les agressions dans la ville de Bukavu, les trouvé dedans. Il a toujours été proche de sa population. Il n'a jamais abandonné sa population, comme nous le voyons, d'autres sont en train de le faire aujourd'hui. Les rebelles avancent, ils fuient, ils abandonnent les villes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de votre passage sur notre plateau? Premièrement, un message à tous ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, de manière ramassée, on retient quoi sur cet homme de Denis Mukwege? À retenir, pour arriver à la paix durable, il y a 3 dimensions. Allez-y. D'abord, le cessez-le-feu et le retrait des groupes étrangers sur notre territoire. Donc, les Rwandais doivent libérer leurs forces. Et toute autre force étrangère qui est sur notre territoire doit quitter. La sécurisation des Congolais, c'est de la souveraineté nationale. C'est le président Tshisekedi comme président de la République qui a le devoir de sécuriser sa population et non pas d'autres forces. La tenue de la conférence internationale pour la paix en RDC et le pacte social pour la paix et le bien vivre en RDC sont les conditions nécessaires pour aboutir à une paix durable. Voilà tout ce que je peux dire. Et encore une fois de plus, à la population congolaise de ne pas perdre l'espoir. La situation qui prévaut à l'Est aujourd'hui est passagère. Gardons espoir et appropriez-nous, n'est-ce pas, de la liste de Dr Denis Mukwege. Ne trahissons pas notre patrie. En tout cas, ça, il ne faut pas faire. Ne cédez pas aux caprices
de ceux qui se présentent aujourd'hui comme des libérateurs. Ce sont des menteurs. Le Congo restera un et indivisible. Je l'ai toujours dit. Le combat de Denis Mukwege, c'est pour la paix. C'est pour la justice et le bien-être. Le tout pour soubassement, l'unité nationale. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marius Moubalama. Merci également à tous ceux qui nous suivent par instant. Je pense que... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit parce que nous finissons? Je pense que l'essentiel a été dit. Alors, coup d'œil à mon directeur Georges Tchata, directeur de la direction des recettes, n'est-ce pas, de recettes non fiscales dans la province d'Ilo-Alaba. Le meilleur reste à venir, mon directeur. Merci pour les encouragements, merci pour votre assistance, merci pour votre appui. Nous savons que Maman Fifi Masuka Saini peut se reposer parce qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas pour la mobilisation des recettes à tous les niveaux. Félix Tshisekedi est bien représenté en province du Lualaba. Merci également au Cordo Walamini, Tim Skuba, Josué Massengo. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien. Je dis merci également à Bestel, Luca Kitoko, Daniel Cambo, c'est moi. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.